Je n'aurais jamais imaginé voir un jour mon grand-père milliardaire William Carter, l'homme dont le nom a bâti la moitié de cette ville, assis au milieu des rires de notre famille, dépouillé de sa fierté. Ses cheveux argentés, jadis symbole de sagesse, avaient disparu rasés de près. Des marques rouges parsemaient son crâne telles des cicatrices de trahison. Les invités rirent nerveusement, mais mes parents éclatèrent de rire. Car de rire. C'est juste une blague, papa. Ne sois pas si sérieux, dit ma mère entre deux gorgées de champagne. Mon père souriait, savourant l'attention. Mais lorsque la main tremblante de grand-père se leva pour ajuster sa casquette, ses yeux brillèrent non pas de colère, mais d'humiliation. Je sentis quelque chose se briser en moi. Je m'appelle Emily Carter. Et ce soir-là, les rires de ma famille se sont mués en un cri de désespoir. La confiance, l'amour, peut-être même notre nom. Ils pensaient qu'il s'agissait d'une plaisanterie innocente. Ils étaient loin de se douter de ce que j'allais leur révéler peu après. La demeure des Carter scintillait sous des lustres dorés, chaque recoin impeccablement astiqué. Ma mère Linda avait passé des semaines à organiser la fête du 50e anniversaire de mon père. Des nappes en soie, un orchestre de jazz et une liste d'invités composée de partenaires commerciaux désireux de faire plaisir. Ce n'était pas une simple fête, mais une véritable mise en scène, une démonstration de réussite. Pourtant, au fil de la soirée, un malaise s'installa. Mon père Richard Carter rayonnait serrant des mains, levant ses verres, tandis que ma mère dans sa robe à paillettes semblait flotter au vent, s'assurant que chacun l'aperçoive comme la reine de Carter Industries. Et puis, au moment précis où la musique s'estompa et où les regards se tournèrent vers le grand escalier, il apparut. Grand-père William. Il descendit lentement les marches, sa canne résonnant sur le marbre, son costume sur mesure impeccable comme toujours. Mais ce n'étaient pas ses vêtements qui scellèrent le silence, c'était son crâne complètement chauve. Son crâne était fraîchement rasé, parsemé de fines coupures rouges. Au début, on a cru à une prise de position, un geste de charité peut-être, ou une maladie. Mais avant que quiconque puisse dire un mot, ma mère a éclaté d'un rire strident comme du verre qui se brise dans le silence. « Oh mon Dieu, papa, tu l'as vraiment fait !» s'est-elle exclamée en serrant sa flûte de champagne. « Je te l'avais dit, ça te rajeunirait. » Des rires s'ensuivirent, d'abord timides, puis plus francs, lorsque mon père se joignit à nous. « C'est la nouvelle mode, » ajouta-t-il en tapotant l'épaule de grand-père. « Tous les milliardaires le font. » Grand-père esquissa un sourire, mais ne dit rien. Ne dit rien. Son regard parcourut la pièce à la recherche de quelque chose. Peut-être un soupçon de décence, peut-être une échappatoire. Je restai figé près du buffet, l'estomac noué. L'homme qui jadis régnait en maître dans les salles de réunion, qui se tenait avec une dignité tranquille, paraissait maintenant petit et vulnérable sous les lumières de la fête. Je me précipitai vers lui et pris doucement son bras. « Grand-père, asseyons-nous, tu n'as pas l'air bien. » Avant qu'il puisse répondre, la voix de maman retentit. « Émilie, arrête ton cinéma. » Ce ne sont que des cheveux, pas un enterrement. Les invités rirent de nouveau indécis. Grand-père serra sa canne. « Tout va bien, ma chérie, » dit-il doucement d'une voix calme mais distante. « Ta mère a raison, je suis juste fatiguée. » Je le conduisis tout de même à un fauteuil dans un coin à l'écart des rires. Je remarquai une petite entaille près de son oreille, comme si quelqu'un l'avait faite à la hâte sans précaution. Il gardait les yeux rivés au sol, tandis que le reste de la famille dansait, trinquait et continuait comme si de rien n'était. De temps à autre, mes parents jetaient un coup d'œil et souriaient, en coin fiers de leur petite plaisanterie. Mais derrière le sourire forcé de grand-père, je voyais quelque chose de plus profond, le chagrin silencieux d'un homme réalisant que la famille qu'il avait fondée ne le respectait plus. Quand la nuit s'acheva enfin, le sol était jonché de confettis et de verres à moitié vides. Je lui ai proposé de le raccompagner, mais il a secoué la tête. « Inutile, Emily.
dit-il doucement en boutonnant son manteau. J'ai appris ce que j'avais besoin d'apprendre ce soir. Il partit sans dire au revoir à personne. Mes parents ne s'en aperçurent même pas. Tandis que je le regardais disparaître dans la nuit froide, une promesse se dessinait en moi née du silence. On disait que c'était une plaisanterie, mais je savais que c'était le début de quelque chose de bien plus grand. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait la cuisine, faisant scintiller les rangées de verres à vin vides et les miettes de gâteau. Mes parents étaient déjà assis au comptoir. Maman faisait défiler son téléphone, papa sirotait un café noir. Leur rire de la veille semblait encore résonner lourd et acide. « Bonjour, ma chérie, » dit maman sans lever les yeux. « Tu étais un peu tendue hier soir, n'est-ce pas ? Tout le monde l'a remarqué. »« Tendue » répétait. Ma voix était plus sèche que je ne l'aurais voulu. « Tu as rasé la tête de grand-père et tu l'as humilié devant tout le monde. » Maman cligna des yeux puis rit. « Oh, Émilie, ne sois pas si susceptible, c'était juste une blague. » Il a même souri. Il souriait parce qu'il avait honte. J'ai rétorqué sèchement. « Tu te rends compte de l'impression que ça a donné ? Les gens ont cru qu'il était malade. » Papa a plié le journal à l'intérieur. « Tu exagères. Ton grand-père est plus fort que tu ne le crois. Il en a vu d'autres. » Je les fixais tous les deux. Deux personnes qui avaient bâti toute leur vie autour de son argent. Et maintenant, ils prétendaient que la cruauté de la nuit n'était qu'une simple plaisanterie. Leur hypocrisie me révulsait. Alors que je me dirigeais vers la porte, maman m'appela. « Oh, et surtout, ne parlez de cette histoire à personne, d'accord ? Nous avons une image à préserver. » Ce mot « image » résonnait dans ma tête tandis que je traversais la ville en voiture pour me rendre au manoir de grand-père. Lorsque le majordome ouvrit la porte, l'odeur du bois de cèdre et des vieux livres m'enveloppa comme un souvenir. Grand-père était assis sur la véranda, vêtu d'un doux pull gris et d'une casquette plate qui dissimulait son crâne chauve. Il paraissait plus petit, plus vieux, mais son regard restait perçant. « Émilie » me salua-t-il avec un léger sourire. « Tu es arrivée tôt. » Je n'avais pas le choix, dis-je en m'asseyant à côté de lui. « Grand-père, pourquoi ne les as-tu pas arrêtés ? Pourquoi les as-tu laissés te faire ça ?» Il prit une lente gorgée de thé avant de répondre. « Parce que parfois, ma chère, le silence en dit plus que les mots. » Je fronçai les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Il se tourna vers moi, le regard fixe. J'ai passé ma vie à bâtir cette famille, cette entreprise, cette richesse, cet héritage. Mais ces derniers temps, je me demande si je ne l'ai pas bâti sur l'avidité plutôt que sur l'amour. Il regarda vers le jardin. La nuit dernière a confirmé certaines choses. Ma gorge se serra. « Vous voulez dire maman et papa ?» Il sourit tristement. « Je suis vieux, Émilie, pas aveugle. Il me voit comme un portefeuille qui respire encore. Mais toi, tu me vois encore comme une personne. C'est rare. Je voulais prendre la parole pour défendre mes parents, mais les mots me sont restés coincés dans la gorge, car au fond de moi, je savais qu'il avait raison. » Après un long silence, grand-père s'est levé et a posé doucement sa main sur mon épaule. « Ne t'inquiète pas, ma fille. » Qu'il rit. La vie a cette façon, bien à elle, de renvoyer chaque acte à son expéditeur. Je n'avais pas tout de suite compris ce qu'il voulait dire, mais quelque chose dans sa voix me fit battre le cœur plus fort. Ce n'était pas de l'amertume, c'était de la certitude. Avant mon départ, il me tendit une petite enveloppe scellée à la cire et marquée de ses initiales. « Gardez-la précieusement, » me dit-il. « Je ne l'ouvrirai que lorsque le moment me semblera opportun. » Sur le chemin du retour, j'ai jeté un coup d'œil au paquet posé sur le siège passager. Pour la première fois, j'ai compris que ce n'était pas qu'une question de gêne ou de fierté. Quelque chose de bien plus important se tramait et mes parents étaient loin de se douter qu'ils venaient de déclencher une guerre perdue d'avance. Dans les semaines qui suivirent,
Leur attitude envers mon grand-père changea du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ils lui rendaient une visite tous les 2 jours, chargée de tartes tout juste sorties du four de vin, chères et de sourires forcés. Maman recommença à l'appeler papa, au lieu de William, sa voix dégoulinant d'une douceur hypocrite. Un soir, je les ai entendus chuchoter dans le salon, leur voix basse mais suffisamment perçante pour déchirer le silence. « Il faut qu'on arrange ça », a sifflé maman. « Il est devenu froid depuis cette stupide fête. S'il modifie son testament maintenant, on est fichu. »« Calme-toi », murmura papa. « Il boude, c'est tout. Quand il comprendra qu'il a besoin de nous, il changera d'avis. » Je restai figée, derrière le mur, le cœur battant la chamade. « Il n'a pas besoin de toi. » J'avais envie de crier. « C'est toi qui as besoin de lui, quand ils me remarqueront. » Le sourire de maman s'estompa. « Ça y était, Ève, descend, dit-elle d'un ton léger. Tu passeras trop de temps avec ton grand-père, Émilie. Ne le laisse pas te bourrer le crâne de bêtises. » Mais son ton la trahissait, une pointe de peur sous son arrogance. Ce week-end-là, je suis retournée voir grand-père. Son manoir était silencieux, presque trop silencieux. Il m'accueillit avec un sourire serein. Pourtant, je perçus une lueur dans son regard, non pas de la tristesse, mais de l'inquiétude. Il me versa du thé et dit « Tes parents viennent souvent te voir ces derniers temps. » J'hésitai. Il s'inquiète pour toi. Il laissa échapper un petit rire. S'inquiétant-il pour moi ou s'inquiètent-ils de perdre ce qu'ils considèrent comme leur appartenant? Je baissai les yeux. Je ne pouvais plus rien dire pour les défendre. Il se pencha en avant, sa voix plus douce. « Émilie, te souviens-tu de ce que je t'ai appris sur la valeur des choses ?»« Oui, » répondis-je. Doucement. « L'argent ne révèle pas le caractère, il le met à nu, » dit-il avec un léger sourire. « Bien, souviens-toi de ça. » Puis il me tendit une autre enveloppe plus petite, plus récente, et la déposa délicatement dans ma main. « Garde ça avec le premier, » dit-il. « Tu comprendras bientôt. » J'essayai de lui demander de quoi il s'agissait, mais il ajouta simplement « Patience, ma chère, la vérité prend du temps. » Plus tard dans la semaine, mes parents organisèrent un dîner chez nous. Ils étaient de nouveau charmants et rieurs, se vantant auprès de leurs amis de la proximité qu'ils avaient récemment développée avec grand-père. « Il commence enfin à se détendre, » dit papa. Le vieil homme a même dit qu'il envisageait peut-être de faire quelques aménagements au domaine. Tout le monde a ri sauf moi. J'ai remarqué l'éclat dans les yeux de maman quand elle a prononcé le mot « domaine ». Après le départ des invités, je l'ai confrontée. « Pourquoi fais-tu semblant de t'intéresser à ça ?» Maman s'est retournée, son sourire s'effaçant. « Parce que c'est ce que font les adultes, Émilie. On joue le jeu. Tu crois que tes leçons de morale ont une quelconque importance, ça ne paie pas les factures. Tu l'as humiliée, dis-je. » D'une voix tremblante. « Et maintenant tu fais comme si de rien n'était. » Son ton devint glacial. « Ne me fais pas la morale sur le bien et le mal. Tu comprendras quand tu auras quelque chose à perdre. » Encore ? J'avais envie de crier, mais au lieu de cela, j'ai quitté la maison et j'ai roulé sans but précis toute la nuit jusqu'à me retrouver devant le portail de grand-père. Il était sur le perron, comme s'il m'attendait. « Ils ont déjà dévoilé leur jeu, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. J'ai hoché la tête, les larmes me piquant les yeux. « Ils ne s'intéressent qu'à l'argent. » Grand-père a tendu la main et a fermement saisi la mienne. « Alors peut-être, » dit-il doucement. « Il est temps qu'ils apprennent ce qui arrive quand on se moque de la mauvaise personne. » Son ton me glaça le sang. Ce n'était pas de la colère, c'était une détermination qui annonçait quelque chose d'important. 2 semaines plus tard, ma mère décida d'organiser une nouvelle fête. Cette fois-ci, un petit dîner de famille en plus. Comme elle l'avait dit, il fallait arranger les choses. Mais je savais bien que non. Il ne s'agissait pas de réconciliation, mais de contrôle. Elle voulait prouver qu'elle pouvait encore capter l'attention et le respect de grand-père, comme si de rien n'était. La maison resplendissait à nouveau de son charme artificiel.
verre en cristal rose blanche, serveur en cravate noire. Mon père se frayait un chemin à travers la foule, riant trop fort à ses propres blagues, tandis que ma mère saluait les invités comme un politicien le jour des élections. Je me tenais près de l'entrée, attendant grand-père. Une partie de moi espérait qu'il ne viendrait pas, mais à l'heure prévue, sa limousine noire s'arrêta devant l'allée. Il en sortit lentement canne à la main, vêtu d'un costume sombre et coiffé de ce même chapeau qui dissimulait ce qui lui restait de cheveux. Lorsqu'il entra dans la pièce, la musique s'estompa et tous les regards se tournèrent d'un nez vers lui. Mon père applaudit. Accueillons tous celui qui a rendu cette famille possible, la légende en personne William Carter. Des applaudissements timides et superficiels suivirent. Grand-père sourit poliment, serrant les mains des personnes qui le félicitaient. Mais je voyais bien la raideur dans sa posture. Il n'était pas là pour faire la fête. Il était là pour affronter un problème. Au beau milieu du dîner, maman leva son verre. « Papa, dit-elle d'une voix forte, je sais qu'on a eu quelques petits malentendus ces derniers temps, mais on est une famille, non la famille, pardonne. » Les invités murmurèrent en signe d'approbation. Grand-père serra son verre. « La famille, répéta-t-il doucement. Elle repose sur le respect. L'atmosphère devint pesante. Mon père rit pour détendre l'atmosphère. « Oh, allez, papa, ne prends pas les choses si sérieusement. Tu as tout ce qu'on peut désirer. La richesse, le confort, la santé. »« Pas tout, » interrompit grand-père. Sa voix était basse, mais elle perça le brouhaha comme une lame. Un homme peut perdre sa fortune et la reconstruire, mais une fois sa dignité perdue, elle est perdue à jamais. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Maman esquissa un sourire forcé. « Oh papa, arrête ton cinéma, c'était une blague. Voyons, tu ne peux pas passer ta vie à pleurer pour une coupe de cheveux. » Il tourna son regard vers elle, calme mais brûlant de rage. « Tu n'as pas coupé mes cheveux, tu as brisé ma confiance. » Un instant même, le groupe de jazz se tut, puis mon père se laissa aller en arrière, l'air moqueur. « On va vraiment faire traîner ça indéfiniment, tu agis comme si on avait commis un crime. » La canne de grand-père claqua sur le sol. « Peut-être pas un crime, dit-il, mais tu m'as montré exactement ce que tu ferais si jamais je faiblissais. » Il se leva lentement sous le regard de tous. « Tu voulais voir jusqu'où une blague pouvait aller. Eh bien, tu vas le savoir. » Maman leva les yeux au ciel en faisant semblant de rire. « Oh papa, s'il te plaît, ne recommence pas avec tes sermons. Tu adores tout transformer en examen. » C'est épuisant. Grand-père ne répondit pas. Il se retourna pour partir le visage impassible. Mais en passant près de moi, il murmura assez fort pour que je l'entende, assez fort. Émilie, quand la vérité éclatera, tiens, bon. Et puis, il est parti. Le reste de la soirée a tourné au fiasco. Les invités échangeaient des regards nerveux, murmurant derrière leurs verres. Mes parents tentaient de sauver l'ambiance, mais c'était palpable, l'humiliation, l'arrogance, la tension qui bouillonnaient sous leur sourire de façade. Quand le dernier invité est parti, maman a jeté son verre dans l'évier des éclats volant en tous sens. « Il perd la tête !» a-t-elle craché. « Il essaie de te monter contre nous, Émilie. » Je l'ai fixé, abasourdi. « Tu n'as pas besoin de son aide pour ça. » La voix de papa a tonné derrière moi. « Surveille tonton, mademoiselle. » « Mais je n'ai pas bronché. »« Vous avez tous les deux franchi une limite irréversible, » ai-je murmuré. « Tu as pris la fierté d'un homme et tu en as fait une blague de mauvais goût. » Papa a rougi. Il est vieux, il doit comprendre que tout ne tourne pas autour de lui. Maman a croisé les bras. « Tu te crois supérieur à nous. Tu n'es qu'un enfant qui ne comprend rien au monde. » Je les ai regardés. Ceux qui m'avaient élevé étaient devenus des étrangers derrière leur masque de suffisance. « Non, dis-je d'une voix assurée. Je comprends parfaitement. Vous vous souciez plus de l'argent que des gens et vous allez bientôt découvrir le prix de cela. » Je suis partie avant qu'il ne puisse répondre, le cœur battant, la chamade. L'air nocturne était électrique comme le calme avant la tempête. Au fond de moi, je savais que les paroles de grand-père n'étaient pas qu'un avertissement.
C'était une promesse. Quelque chose se préparait. Quelque chose qui allait bouleverser tous les biens que mes parents croyaient acquis. Une semaine plus tard, une épaisse enveloppe blanche arriva chez nous, scellée du blason doré de Carter Industries. Maman l'ouvrit d'un geste brusque, s'attendant à une nouvelle invitation à l'une des réceptions professionnelles de grand-père. Au lieu de cela, son visage se décomposa à la lecture de l'élégante écriture cursive à l'intérieur. Vous êtes fait cordialement invité à une annonce privée au domaine Carter ce vendredi. Présence obligatoire pour les membres de la famille. Papa fronça les sourcils. Obligatoire, qu'il manigance encore. Maman essaya de rire, mais sa voix se brisa. Sans doute une autre leçon de morale. Le vieux adore ces mises en scène. Je ne dis rien, mais j'eus un mauvais pressentiment. Les paroles de grand-père lors de la dernière fête résonnaient encore en moi. Quand la vérité éclate, tiens bon. Le vendredi arriva sous un ciel gris et le tonnerre grondait au loin. L'atmosphère autour du manoir Carter était différente cette fois-ci, plus froide, plus pesante. Seule la famille et quelques conseillers juridiques étaient présents. Une longue table en acajou s'étendait dans la salle à manger et à sa tête trônait grand-père William grand et digne, vêtu de son habituel costume sombre. Quand mes parents entrèrent, il les salua d'un signe de tête poli. Rien de plus. « Asseyez-vous, je vous prie, » dit-il calmement. « Nous avons des choses importantes à discuter. » Maman a essayé de détendre l'atmosphère. « Papa, tu n'avais pas besoin de nous convoquer comme ça. Tu aurais pu simplement appeler. » Grand-père ne sourit pas. « J'ai essayé de t'appeler pendant des années, Linda. Tu n'as jamais écouté. » Papa s'éclaircit la gorge. « Allons droit au but. De quoi s'agit-il » Grand-père posa un dossier sur la table. Il s'agit de ce qui appartient véritablement à cette famille et de ceux qui ont prouvé qu'ils le méritent. Les yeux de maman s'illuminèrent. « Tu ne parles pas de l'entreprise quand même ?» Il ouvrit lentement le dossier, révélant des pages tamponnées et notariées. « Ces derniers mois, j'ai passé en revue ma succession, mon testament, mon héritage. » Papa se pencha en avant. Grand-père les regarda droit dans les yeux d'un ton calme mais tranchant comme du cristal. « J'ai compris que je ne pouvais pas laisser des milliards à des gens qui trouvent la cruauté amusante, à ceux qui confondent l'humiliation avec l'humour et la cupidité avec l'amour. » Maman pâlit. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Je dis, poursuivit-il, que cela prend effet immédiatement. Carter Industries, mes biens immobiliers et tous les actifs qui y sont liés sont transférés à Emily Carter. La pièce explosa. Maman se leva d'un bond. « Quoi ?» Papa frappa la table du poing. « C'est ridicule, c'est une enfant, elle ne peut pas gérer un empire. » Car grand-père resta assis, imperturbable. « Elle n'a pas encore à s'en occuper, mais elle aura les moyens de protéger ce que tu as tenté de détruire, la dignité. » Je me figeai. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. « Grand-père, je ne... » Il se tourna vers moi, son expression s'adoucissant. « Émilie, ouvre l'enveloppe que je t'ai donnée. » Mes mains tremblaient tandis que je fouillais dans mon sac et en sortais l'enveloppe scellée à la cire qu'il m'avait donnée des semaines auparavant. J'en brisai le sceau. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents, des actes de transfert de propriété, des certificats d'action et un mot manuscrit pour celui qui malgré tout avait su faire preuve de respect. J'ai levé les yeux, les larmes aux yeux. « Grand-père », maman tremblait, sa voix aiguë et stridente. « Tu l'as manipulé, n'est-ce pas? Tu l'as monté contre nous. » Le ton de papa se fit sombre. « On s'est occupé de toi quand personne d'autre ne le faisait. Tu nous dois une fière chandelle. » La canne de grand-père s'abattit sur le sol. Le bruit résonna comme le tonnerre. « Ça suffit. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Sa voix bien que tremblante portait la force de décennies d'autorité. « Je ne vous dois rien, dit-il lentement. Je t'ai donné une chance de me montrer de l'amour. Au lieu de ça,
tu m'as montré de l'avidité. Tu m'as humiliée, tu t'es moqué de moi, tu m'as traitée comme une idiote. Tu as cru que mon silence était un signe de faiblesse. Il se tourna vers moi, son regard redevenu doux. Mais Émilie, elle écoutait. Elle voyait l'homme pas l'argent. Les lèvres de maman tremblaient. « Papa, s'il te plaît, tu ne peux pas nous rejeter comme ça. On a été stupides. D'accord, on a fait une erreur. Eh bien, présente tes excuses. Des excuses ne valent rien après l'héritage, dit grand-père froidement. Tu as ri quand on m'a dépouillé de ma dignité. Maintenant, tu vas savoir ce que c'est que d'être dépouillé de tout réconfort. Des larmes coulèrent sur les joues de maman. De maman. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous sommes une famille. La voix de grand-père s'adoucit, mais il n'hésita pas un instant. La famille n'est pas un titre, c'est un choix. Et tu as choisi l'argent plutôt que moi. Papa était furieux. Tu es en train de détruire cette famille. La réponse de grand-père fut calme, définitive. Non, Richard, tu l'as déjà fait. Tandis que les avocats vérifiaient les aspects juridiques, le bruit d'une plume crissant sur le papier emplit l'air silencieux froid irréversible. Je restai immobile, partagé entre le chagrin et l'admiration. Une fois la signature terminée, grand-père me tendit le document final. « Tout est à ton nom, maintenant, dit-il. C'est à toi de le protéger. » Ma mère s'effondra sur sa chaise, sanglotant en silence. Mon père fixait le sol, le visage exsangue. Grand-père se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. « Maintenant, dit-il doucement, si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais passer la soirée avec la seule personne ici présente qui se souvienne encore de ce qu'est l'amour. » Il se tourna vers moi. « Émilie, on y va. » J'acquiesçai, incapable de parler. Tandis que nous sortions ensemble, j'entendis la voix de maman derrière moi, brisée, désespérée. « S'il te plaît, donne-nous une autre chance. » Mais grand-père ne se retourna pas. « Ils ont eu leur chance, murmura-t-il. Maintenant, c'est à toi. » Dehors, la pluie avait commencé à tomber doucement, purificatrice, incessante. Grand-père leva les yeux vers le ciel gris, puis esquissa un sourire. « Tu vois, Émilie, dit-il, certaines tempêtes ne sont pas là pour détruire. Elles sont là pour tout purifier. » Et à cet instant, j'ai compris que ce n'était pas une vengeance. C'était une renaissance. La nuit où il lui avait rasé la tête, il pensait avoir humilié un vieil homme impuissant. Mais ce soir-là, il leur avait montré à quoi ressemblait le vrai pouvoir. Calme, réfléchi et juste. Le lendemain matin, tous les grands quotidiens économiques affichaient le même titre. Le milliardaire William Carter lègue toute sa fortune à sa petite-fille. La photo en légende montrait mon grand-père et moi sortant du manoir côte à côte. Lui, vêtu de son manteau et de son chapeau, noir, moi tenant son bras, tandis que les flashs crépitaient autour de nous. À midi, l'histoire était devenue virale. Les commentateurs louaient sa position morale courageuse, tandis que les rubriques mondaines spéculaient sur le scandale familial du siècle. Pour mes parents, c'était un cauchemar. Le téléphone de ma mère vibrait sans cesse, appels d'amis et de journalistes. Au début, essayait-elle de minimiser la chose en riant. « C'est exagéré, » disait-elle à qui voulait l'entendre. « Papa est en train de réorganiser les choses. Il va arranger ça bientôt. » Mais le lendemain, quand ses cartes de crédit furent refusées dans une boutique, la réalité la rattrapa. Grand-père avait déjà supprimé tous ses revenus, tous ses fonds, tous les liens sur lesquels ils avaient bâti leur vie. J'ai appris plus tard que le manoir où ils vivaient ne leur appartenait même pas. Il avait toujours appartenu au fonds fiduciaire de grand-père. Une semaine plus tard, les avocats sont arrivés avec une mise en demeure. Ils avaient 30 jours pour quitter les lieux. Je ne les ai vus qu'à leur arrivée aux grilles de la propriété Carter. Ils étaient méconnaissables par rapport aux hôtes élégants de la soirée d'il y a quelques semaines. Le costume de papa était froissé, ses cheveux en désordre. Maman portait des lunettes de soleil surdimensionnées et ses mains tremblaient. Le gardien m'a appelé. « Mademoiselle Carter, vos parents sont là. Dois-je les faire entrer ?» J'hésitais, la poitrine serrée. « Oui, finis-je par dire.
Lorsqu'ils entrèrent, la première chose qui me frappa fut leur silence. Maman ne m'a pas regardée. Le regard de papa se porta sur grand-père assis tranquillement dans son bureau en train de lire le journal du matin. Papa, la voix de maman se brisa. On voulait juste parler. Il plia soigneusement le journal avant de parler. Maintenant vous voulez parler. S'il vous plaît, dit-elle d'une voix tremblante. On a fait une erreur. On a été stupide, cruel. On ne voulait pas vous faire de mal. Le regard de grand-père s'adoucit légèrement, mais son ton resta ferme. Vous vouliez rire. Vous vouliez me rabaisser. Vous ne le regrettez que maintenant, car vous en payez le prix. Papa fit un pas en avant. Tu ne peux pas, je ne sais pas arranger ça. Les médias nous déchirent. On ne peut même plus sortir sans être suivi par des caméras. Grand-père le regarda avec une incrédulité silencieuse. Tu t'inquiètes pour les caméras. J'ai été humiliée par mes propres enfants devant notre famille et le monde entier. Et toi, tu t'inquiètes pour ton image. Maman éclata en sanglots. Papa, s'il te plaît, on peut changer. On fera n'importe quoi. Donne-nous juste une autre chance. Les mots résonnèrent dans l'air. Un instant, je crus que grand-père allait céder, mais il ne céda pas. Il se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. « Je t'en ai déjà donné une, dit-il doucement, et tu l'as tournée en dérision. » Puis son regard se tourna vers moi. « Émilie, qu'en penses-tu » Mon cœur se serra. Je les regardais, mes parents, brisés, désespérés, dépouillés de tout, sauf de leur culpabilité. Un instant, je revis les visages de ceux qui autrefois me bordaient le soir. Mais je me souvins alors du visage de grand-père ce soir-là, à la fête, son sourire forcé, ses mains tremblantes, les marques rouges sur son crâne. Je pris une profonde inspiration. « Je crois que pardonner ne signifie pas oublier, dis-je doucement. C'est toi qui me l'as appris, grand-père. » Il hocha la tête approuvant. « Alors n'oublions pas. » Maman essuya ses larmes. « C'est tout? Tu nous coupes vraiment les vivres ?» L'expression de grand-père s'adoucit, mais il resta ferme. « Non, je te libère. Libre de construire ta propre vie sans mon argent pour te guider. » Peut-être alors comprendrez-vous ce qui compte vraiment. Papa serra les poings, mais sa voix se brisa. Et Émilie, tu es en train de la transformer en toi froide et calculatrice. Grand-père esquissa un sourire. Non, Richard. Je lui apprends la différence entre la force et la cruauté. Il se détourna, les congédiant d'un ton silencieux et définitif. Vous aurez un dernier versement du fonds de fiducie suffisant pour tout recommencer. Après ça, tu te débrouilles. Les épaules de maman tremblaient tandis qu'elle murmurait « On ne mérite pas ça. » Il se retourna vers elle. « Tu as raison, dit-il doucement. Tu ne mérites pas ça. La richesse, le luxe. Tu mérites une chance de te racheter. » Ils partirent sans un mot de plus. Je restai à la fenêtre, les regardant disparaître au bout de la longue allée. L'orage qui grondait depuis des semaines s'était enfin calmé, laissant place au silence. Non pas à la paix, mais à la clarté. Grand-père se tourna vers moi. « Tu les détestes ?» J'hésitai. « Non, je les plains, parce qu'ils passeront le reste de leur vie à essayer de racheter ce qu'ils ont perdu. » Il sourit tristement. « Alors tu comprends mieux que la plupart des adultes. » Il posa doucement la main sur mon épaule. « Ce n'était pas une question d'argent, Émilie. C'était une question de respect et ça ne s'hérite pas. Ça se gagne. » Dehors, la pluie recommença, lente, régulière, purificatrice. Pour la première fois depuis des années, grand-père semblait plus léger, presque apaisé. « Laisse-les reconstruire, » dit-il doucement. « Peut-être qu'un jour, quand ils auront enfin appris à rire sans cruauté, ils seront de nouveau dignes d'être appelés famille. » Et tandis que le tonnerre grondait au loin, une vérité profonde m'est apparue. La justice n'est pas toujours bruyante ni vengeresse. Parfois, elle est silencieuse, ferme et d'une humanité bouleversante. Les semaines qui suivirent cet orage furent
plus calmes que je ne les avais jamais connus. La frénésie médiatique s'apaisa, les rumeurs se turent et le monde passa lentement à son prochain scandale. Mais à l'intérieur de la propriété, Carter, une paix magnifique, commençait à s'installer. Grand-père passait plus de temps dans la véranda où la lumière du matin dorait les murs. Il paraissait plus en forme, plus calme, presque rajeuni. J'avais pris l'habitude de lui apporter le thé tous les matins à 7 heures précises. Il s'installait avec son journal pendant que je répondais à mes courriels du bureau. Pour la première fois de ma vie, nos conversations n'étaient ni précipitées ni interrompues par des appels téléphoniques ou des dîners. Elles duraient simplement des heures. Un matin, tandis qu'il contemplait le lever du soleil, il dit doucement « Tu sais, Émilie, le bruit ne me manque pas. » « Quel bruit ?» demandai-je en posant sa tasse de thé à côté de lui. « Ce genre de bruit que font les gens qui font semblant de s'intéresser à toi, » dit-il avec un léger sourire. Le véritable amour ne crie pas. Il écoutait. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ces mots planaient comme une vérité que j'avais toujours sue sans jamais la nommer. Après le chaos de l'héritage et le départ de mes parents, grand-père et moi avions instauré un nouveau rythme. Nous cuisinions ensemble, rions devant de vieilles comédies en noir et blanc et parfois nous allions nous promener tranquillement dans le jardin. J'ai planté des marguerites le long du chemin de pierre, ses fleurs préférées, m'a-t-il dit. Elles me font penser à ta grand-mère, avait-il ajouté un jour. Simple mais impossible de ne pas le remarquer. Chaque soir, il me racontait des histoires de sa jeunesse, non pas sur l'argent ou la réussite, mais sur ses erreurs. Les gens croient qu'être milliardaire signifie être intelligent, disait-il. Mais le plus souvent, cela signifie simplement qu'on a fait plus d'erreurs et qu'on a eu assez d'argent pour les réparer. Il laissa échapper un petit rire puis se tourna vers moi. « Promets-moi quelque chose, Émilie. »« N'importe quoi, » répondis-je. « Quand je ne serai plus là, ne construis pas ta vie autour de la protection de ce que je t'ai donné. Construis-la autour de la raison pour laquelle je te l'ai donné. » Je fronçai les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Il se pencha en arrière, ses yeux reflétant la douce lueur de la lampe. « Parce que la gentillesse est aussi un investissement. Elle porte ses fruits d'une manière incommensurable. » Protéger ça pas l'argent, j'ai acquiescé. Mais quelque chose dans son ton calme presque définitif m'a serré la gorge. Ce week-end-là, grand-père a décidé de visiter le siège de l'entreprise pour la première fois depuis sa mutation. « Juste une dernière visite de l'Empire » a-t-il plaisanté. Mais lorsque nous sommes entrés dans le bâtiment, quelque chose d'incroyable s'est produit. Les employés se levèrent un, applaudissant discrètement. Pas de presse, pas de caméra, juste un respect sincère. Une secrétaire plus âgée s'approcha de lui et dit « Monsieur Carter, merci de nous rappeler sur quoi cette entreprise a été bâtie. » Il sourit humblement. « Elle n'a jamais été bâtie sur l'argent, » répondit-il. « Elle a été bâtie sur les gens. » Je n'oublierai jamais leur regard. De l'admiration, pas de la peur. Ce jour-là, j'ai enfin compris ce que grand-père voulait dire quand il disait « La dignité ne s'achète pas, elle se vit ». Au fil des mois, notre relation s'est approfondie jusqu'à devenir sacrée. Il est devenu mon guide et je suis devenue son ombre marchant à ses côtés dans le jardin bercé par le doux murmure de vieux airs de jazz. Mais l'âge inévitable et cruel commença à se faire sentir. Ses pas devinrent plus lents, ses siestes plus longues. Un après-midi, je le trouvai assis près de la fenêtre, le regard perdu dans le jardin où les pâquerettes étaient en pleine floraison. Il me regarda les yeux doux, mais lointains. « Émilie, » murmura-t-il, « quand je partirai, ne sois pas trop triste. J'ai assez vécu pour 3 vies. Promets-moi juste que tu continueras à rire, mais jamais de la souffrance d'autrui. » Je pris sa main. « Je te le promets, dis-je. » Les larmes brouillant ma vue, il esquissa un sourire. « Bien. » C'est ainsi que l'on fait vivre le nom des Carter, non par la fortune, mais par la bonté. Ce soir-là, tandis que je le bordais,
Il tendit la main et me serra la mienne une dernière fois. « Tu as bien agi, Émilie, murmura-t-il. Tu as transformé l'humiliation en honneur. Ne perds jamais ça. » Je ne le perdrai pas, grand-père, chuchotai-je. Sa respiration se fit plus lente, régulière et paisible. Je restai assise à son chevet jusqu'à ce que l'aube perce les rideaux, baignant son visage d'une douce lumière dorée. Et sans le savoir alors, ce serait le dernier lever de soleil que nous partagerions. Le lendemain matin, le monde perdait un milliardaire. Mais moi, j'ai perdu mon héros. Quand le médecin a confirmé son décès dans son sommeil, j'ai ressenti une douleur lancinante indescriptible. Pourtant, malgré les larmes, une étrange consolation m'envahissait, car il était parti comme il avait vécu paisiblement avec grâce. Le manoir semblait différent sans lui. Mais les marguerites, qu'il aimait tant, se balançaient doucement dans le vent, comme pour murmurer sa phrase préférée. Certaines tempêtes ne détruisent pas, elles purifient. Et tandis que je me tenais dans ce jardin, je compris qu'il ne m'avait pas seulement légué une fortune, il m'avait légué un héritage. Une leçon, la vraie richesse ne brille pas, elle grandit. L'épumote, les funérailles se déroulèrent sous un ciel gris et doux, par une de ces journées où les nuages bas et paisibles semblaient s'incliner devant la terre. Le jardin du domaine Carter jadis, empli de rire et d'ambition, était désormais plongé dans le silence. Des rangées de marguerites blanches bordaient l'allée menant à la stèle de marbre portant son nom, William Carter. 1939-20-1025. Il a bâti des empires, mais son plus grand héritage fut l'amour. Des dizaines de personnes étaient présentes, d'anciens employés, de vieux amis, même des concurrents qui avaient jadis tenté de le surpasser. Mes deux visages se détachaient dans la foule. Mes parents, ils n'avaient plus rien du couple glamour et influent qu'ils formaient autrefois. Le costume jadis impeccable de mon père était désormais trop grand et les yeux de ma mère étaient rougis, ses mains tremblantes, tandis qu'elle tenait un petit bouquet de roses fanées. Il ne se tenait pas au premier rang, mais observait la scène depuis le bord du jardin silencieux et vide. À la fin de la cérémonie, la plupart des gens sont venus me prendre dans leurs bras, me présentant poliment leurs condoléances. « C'était un grand homme », disait-il. On se souviendra de lui, mais je ne voulais pas que son souvenir soit grandiose. Je voulais qu'il soit authentique. Après le départ de tous, je suis restée assise sur le banc de pierre froide près de sa tombe. Le vent faisait bruisser les pâquerettes, emportant avec lui un léger parfum de pluie. Longtemps, je restai silencieux. Puis doucement je murmurai « Tu l'as fait, grand-père. Tu as réparé ce qu'ils avaient cassé. » Une voix rompit le silence derrière moi. « Émilie » dis-je en me retournant. Ma mère se tenait là fragile, son maquillage dissimulant à peine l'épuisement qui se lisait sur son visage. Mon père resta quelques pas en retrait, la mâchoire serrée. Je ne bougeais pas. Elle fit un pas hésitant en avant. On voulait juste s'excuser. J'avalai ma salive avec difficulté. S'excuser pourquoi ? Pour les rires, la cupidité, les années où tu l'as traité comme un fardeau. Ses lèvres tremblaient. On a été stupide, Émilie. On pensait que son argent serait toujours là. Oui. Nous n'avions jamais réalisé à quel point nous étions insignifiants avant de tout perdre. La voix de papa, autrefois forte et fière, n'était plus qu'un murmure. Il avait raison sur toute la ligne. La colère que je portais en moi, depuis des mois, commença à s'estomper, non pas parce que je leur pardonnais, mais parce que j'avais enfin compris une phrase que grand-père avait prononcée un jour : « Le pardon n'est pas pour eux, il est pour ta paix. » J'ai baissé les yeux vers les marguerites. « Il t'a pardonné, tu sais, » dis-je doucement. « Il ne te faisait juste plus confiance. C'est différent. » Maman hocha lentement la tête, les larmes coulant sur ses joues. Nous le savons et nous passerons le reste de notre vie à essayer de regagner ce que nous avons perdu la première fois. Ces mots ne semblaient pas avoir été préparés. Ils paraissaient si fragiles. Humain, je me suis redressée en m'essuyant les mains.
Si tu le penses vraiment, vraiment, ai-je dit doucement, alors commence par vivre honnêtement comme il te l'a appris. Pas de raccourcis, pas de mensonges, juste de la décence. Ils ont tous deux hoché la tête sans rien ajouter. Tandis qu'ils se tournaient pour partir, j'ai senti un poids s'alléger de ma poitrine. Non pas du pardon, mais un apaisement. Les mois suivants, la vie a peu à peu repris ses droits. J'ai pris la direction de Carter Industries, non pas en dirigeant froid et distant, mais comme l'avait toujours été mon grand-père, il connaissait chaque agent d'entretien par son nom et écrivait encore des mots de remerciement manuscrits à ses employés. L'entreprise a changé son slogan, passant de ça construit pour la puissance à Cancun, construit avec un but. À chaque décision que je prenais, j'imaginais mon grand-père à mes côtés, la main sur mon épaule. Fais-le avec bienveillance, Émilie, me murmurait-il en souvenir. L'argent s'envole, le caractère lui demeure. J'ai créé une fondation à son nom, le Carter Legacy Fund, pour soutenir les petites entreprises familiales, celles-là même, qui, selon lui, méritaient de se battre. C'était ma façon de poursuivre son œuvre, non pas avec des milliards, mais avec conviction. Les médias parlaient de rédemption, les investisseurs de repositionnement audacieux. Mais pour moi, c'était plus simple. C'était un apaisement. Un soir des mois plus tard, je suis retournée au jardin. Les marguerites avaient fleuri abondamment leurs pétales blancs, luisant sous la lumière du crépuscule dominical. Assise près de sa pierre, tombale une tasse de tisane à la camomille, sa préférée me servait un verre. « Je crois que tu aimerais ce que nous avons fait », dis-je à voix haute, un léger sourire aux lèvres. L'entreprise prospère à nouveau, mais cette fois pour les bonnes raisons. Et maman et papa, j'ai hésité. Ils essaient. Ils ont emménagé dans une petite maison en ville. Maman est bénévole dans une soupe populaire. Papa aide des start-up locales. Peut-être qu'ils apprennent. Le vent s'est levé et un pétale de marguerite s'est posé sur mes genoux. J'ai ri doucement. Oui, je sais. Il était temps, dirait-on. Tandis que les derniers rayons du soleil s'étiraient sur le jardin, une douce chaleur m'envahit la poitrine. Non pas du chagrin, mais de la gratitude. Il ne m'avait pas seulement légué un empire, il m'avait laissé un guide, une façon de vivre. Ce soir-là, en retournant au manoir, je levai les yeux vers le ciel, où les nuages s'étaient enfin dissipés. Les étoiles scintillaient faiblement au-dessus de la silhouette de la ville qui portait son nom, la Carter Tower, dont la lueur dorée contrastait avec l'obscurité. Pour la première fois, je ne me sentais plus petit à ses pieds. Je me sentais guidé, car grand-père n'avait pas seulement redonné sa dignité à notre famille, il l'avait redéfinie. Il m'avait montré que la vraie richesse ne se mesure pas en zéro, mais en moments, ces instants de calme où l'on choisit le respect plutôt que le ridicule, l'amour plutôt que le pouvoir. Et si le monde se souviendrait de William Carter comme du milliardaire qui a modifié son testament, en une nuit choquante, je me souviendrai de lui pour bien plus que cela. L'homme qui m'a appris à garder mon âme intacte.